je pense qu'un point qui illustre bien ce que sont les questions d'adaptation au changement climatique, c'est qu'en fait, par rapport à cette question de PPRI, donc c'est des choses qui s'appliquent qu'aux bâtiments nouveaux et pas aux bâtiments existants. Et une des idées derrière ça, si je ne me trompe pas, c'est que bon, déjà c'est compliqué de bouger l'existant, mais qu'en plus, un bâtiment existant, il a déjà traversé des crises. Et du coup, on se dit un peu que s'il est encore là, c'est qu'au final, il est plutôt adapté aux crises qu'il y a eu dans le passé, quoi. Alors quand c'est un bâtiment qui a été construit entre la dernière inondation, aujourd'hui ça marche moins bien, mais en tout cas il y a quand même cette idée que lorsque quelque chose est ancien et déjà là, il est plutôt adapté aux risques qui existent. Tout le challenge avec le changement climatique, c'est que justement là on a des risques complètement nouveaux, ou alors des risques existants mais qui évoluent au cours du temps, et que là toute la question ça va être de voir comment on fait pour se préparer à des risques qu'on n'a pas expérimentés dans le passé, ou qui sont très différents de ce qu'on a expérimenté dans le passé. Bien sûr, en vrai, la discussion est beaucoup plus large que ça, parce que même au-delà du changement climatique, il y a énormément de risques émergents liés à beaucoup de choses. Et donc, du coup, tout ce que je vais dire en fait sur le changement climatique est quelque chose qui est valable pour beaucoup d'autres domaines aussi. Alors, moi, du coup, peut-être juste pour me présenter rapidement, donc moi, je suis chercheur au CIRED. Le CIRED, c'est un laboratoire de recherche qui dépend on est situé dans le bois de Vincennes. On a 5 tutelles en fait. On dépend de l'école des ponts et chaussées d'AgroParis, de l'EHESS aussi, du CNRS et du CIRAD. Le CIRAD, comme vous connaissez peut-être moins, c'est un peu comme l'IRD en fait, c'est un centre de recherche sur le développement, en l'occurrence sur les questions d'agronomie du développement. Et en fait, au laboratoire, on étudie tout ce qui est les questions économiques et politiques liées au changement climatique et à l'environnement d'ailleurs de manière générale. Voilà, la plupart des activités de recherche au laboratoire, c'est sur les questions de transition énergétique, comment on fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une autre partie des recherches, c'est d'étudier la vulnérabilité face aux impacts que le changement climatique va avoir et toutes les mesures qu'on peut faire pour se préparer à ces impacts. Voilà, donc moi je travaille dans les deux parties du laboratoire, mais disons surtout sur cette partie-là. Et ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est juste de manière assez générale quelques enjeux liés à cette adaptation au changement climatique. Donc en gros, c'est répondre à deux questions. C'est d'une part, juste pourquoi est-ce qu'il faut s'adapter au changement climatique, enfin pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça en fait, pourquoi c'est une question. Et la deuxième question, ça va être quels sont les challenges que ça pose et pourquoi c'est pas quelque chose qui est forcément très simple, et quels sont les outils qui sont développés à l'heure actuelle pour essayer d'y répondre. Alors déjà, première chose, j'imagine que vous savez tout ce que c'est que le changement climatique et les enjeux associés. Disons que ce qui est assez particulier avec le changement climatique, c'est que c'est un problème environnemental donc, qui est mondial et surtout qui soulève énormément de problèmes à la fois. Là par exemple, c'est un exemple de carte qui avait été faite par I4C dans CNCDC Climat avec Météo France et le ministère de l'Environnement. J'ai participé aussi aux travaux qui avaient fait ça et qui fait un bilan d'impact du changement climatique en France. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de choses différentes. Il y a des problèmes de canicule, des problèmes de feux de forêt, des problèmes d'avalanche, des problèmes de montée de niveau de la mer, des problèmes d'inondation, de crues le long des rivières, des problèmes liés aux écosystèmes qui peuvent influencer notamment la pêche par exemple. Voilà. Pas mal de choses, sachant qu'en plus sur cette carte, il n'y a vraiment qu'une petite fraction des impacts qui sont notés. On n'a pas listé les impacts sur l'agriculture, on n'a pas listé les impacts sur les maladies, etc., etc. Donc tout ça pour dire que ce qui est compliqué avec le changement climatique, c'est que ça soulève énormément de problèmes à la fois, de problèmes qui sont de nature très différente, et qu'une des difficultés lorsqu'on s'intéresse aux impacts que le changement climatique va avoir, c'est la question des impacts simultanés. La question de si vous avez une canicule qui arrive à un moment, on arrive à anticiper ce qui va se passer. Si vous avez une canicule qui arrive à un moment où depuis 3 mois il y a une sécheresse et où en plus il y a eu un afflux massif de migrants parce qu'il y a eu des guerres à l'étranger, là c'est tout de suite beaucoup plus compliqué à anticiper. Autre chose aussi qui est assez importante lorsqu'on s'intéresse au changement climatique, c'est qu'il faut bien voir que le changement climatique provoque 2 types de conséquences qui sont très différentes les unes des autres au niveau local. Par exemple, si on s'intéresse aux impacts que le changement climatique peut avoir à Paris, il faut bien faire la différence entre d'un côté ce qu'on peut appeler les impacts indirects et de l'autre côté les impacts directs. Alors les impacts directs ou les impacts locaux, c'est un peu tout ce qu'on a listé sur la carte d'avant. C'est par exemple dans le cas de Paris une variation dans les catastrophes naturelles
des problèmes de canicule, des problèmes d'accès à l'eau, etc. Donc ce qui peut se produire localement. Il ne faut pas oublier que ce qui est grave dans le changement climatique, c'est qu'il peut aussi se produire des impacts, enfin qu'on peut aussi être touché via des impacts qui se produisent très loin de chez nous. C'est pour ça qu'on les appelle des impacts indirects, via par exemple des migrations internationales qui peuvent être déclenchées par des guerres ou par la montée du niveau de la mer, via des problèmes d'accès à la nourriture qui peuvent être provoqués par des variations massives dans les rendements agricoles, ou des questions de déstabilisation du commerce international de différentes matières premières. Enfin, voilà. Et donc il ne faut pas oublier que du coup, lorsqu'on s'intéresse aux conséquences que le changement climatique peut avoir dans un territoire comme Paris, en général on va surtout penser à ces impacts-là, aux impacts locaux qu'il y a, mais qu'en pratique c'est très dur de savoir entre ces deux grands thèmes ce qui va être le plus important, mais que bien sûr ça c'est beaucoup plus difficile à étudier et c'est beaucoup plus difficile à anticiper, et que très souvent on ne dit pas grand-chose là-dessus, quoi. Alors ensuite un autre point qui est important, c'est que lorsqu'on s'intéresse un peu à pourquoi le changement climatique est grave, à ce que ça peut provoquer dans la vie de tous les jours, etc., tout de suite un premier gros message qui émerge, c'est que la gravité des impacts que le changement climatique va avoir dépend énormément de si on s'y prépare ou pas. C'est justement la problématique de l'adaptation au changement climatique, cette problématique de se préparer à ces impacts. Alors pour illustrer ça, il y a plein de manières d'illustrer, mais moi un exemple que j'aime bien, alors c'est une étude qui est assez ancienne, il y a eu il a été actualisé, mais disons que les messages restent vraiment les mêmes. Ici, sur cette carte, vous voyez, c'est une carte de l'Ouganda, qui est un pays en Afrique de l'Est, un peu, du Sud-Est, qui est un pays producteur du café. Et bon, vous savez peut-être que la culture du café, c'est un peu comme la culture de la vigne, en fait. Ça dépend vraiment de circonstances, de la météo locale et de l'altitude et de la pente. Et du coup, on peut vraiment faire des cartes de zones où on peut faire du café, zones où on ne peut pas faire de café. Et du coup, par exemple, là, c'est une carte à l'heure actuelle de l'Ouganda, avec les zones adaptées à la culture du café, les zones moins adaptées, puis les zones pas du tout adaptées. Ici, c'est une carte de projection qu'on obtient d'évolution de ces zones si jamais il y a une augmentation des températures de 2 degrés. Et vous voyez que les zones disparaissent énormément. Et bien sûr, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, la culture du café, c'est un des gros... c'est un des piliers de l'économie ougandaise. Ça représente, alors si je ne me trompe pas, c'est dans les 2/3 des apports en devises étrangères du pays. Donc c'est vraiment quelque chose qui a un poids énorme au niveau économique. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, par rapport à ça, disons que pour simplifier, on peut vraiment imaginer deux scénarios, un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Scénario optimiste, qui est un scénario dans lequel le pays anticipe ça, du coup se dit qu'il faut dès maintenant commencer à diversifier ses cultures, dès maintenant commencer à diversifier son économie, et où au final, lorsqu'il y a le réchauffement des températures, c'est plus si grave que ça. Et on peut aussi imaginer un scénario pessimiste, où pour tout un tas de raisons historiques ou culturelles, le pays n'arrive pas à faire ça, et où du coup, au fur et à mesure du temps, le pays s'appauvrit, et si on regarde l'état du pays à la fin dans les deux scénarios, c'est pas du tout la même chose, quoi. Alors, et du coup, ça c'est vraiment la question d'adaptation, c'est-à-dire que le fait d'anticiper les impacts et de s'y préparer change vraiment du tout au tout la vulnérabilité qu'on a face au changement climatique. Là, c'est un exemple sur l'agriculture, c'est vraiment la même chose sur tous les autres impacts, sur les canicules, sur les inondations, sur les problèmes d'accès à l'eau, même sur les risques de guerre, par exemple. Voilà. Alors là-dessus, il y a pas mal, sur ces questions-là, il y a énormément de recherches pour essayer de comprendre, par exemple, quels sont les freins à l'adaptation. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, c'est difficile d'anticiper qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter les choses, etc. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, au niveau international, vous savez peut-être que parmi le résultat des conférences, des négociations internationales, il y a le fonds vert, dont la moitié est censé aider à soutenir des actions d'adaptation pour justement permettre aux pays d'anticiper les impacts du changement climatique et d'éviter de se retrouver dans un scénario pessimiste, quoi. Il y a aussi énormément de travaux qui sont faits, de conseils, d'appui technique auprès des pays en développement pour les aider à faire des bilans de leur vulnérabilité, etc. etc. Voilà. Ah oui, un autre point aussi, c'est que lorsqu'on parle d'adaptation comme ça, de s'adapter aux impacts du changement climatique, il y a, disons, pareil, en forçant le trait, deux grosses manières de faire. Il y a d'une part ce qu'on peut qualifier d'attitude réactive, c'est-à-dire l'attitude réactive, c'est lorsqu'on s'adapte ex post une fois qu'un problème est survenu. Et il y a l'adaptation anticipative, qui est celle où on anticipe sur les impacts et on se prépare. Alors l'exemple le plus clair là-dessus, c'est sur les inondations, par exemple. L'adaptation réactive aux inondations, c'est lorsqu'il y a une inondation,
on regarde les problèmes qu'il y a eu et on construit une digue pour s'en protéger. Et comme ça, après, s'il y a la même inondation qui se produit, au final, c'est bon, on est protégé. L'adaptation anticipative, c'est avec des savants calculs, avec des choses, anticiper quels peuvent être les risques d'inondation et avant que l'inondation ait lieu, construire une digue. Mais bien sûr, c'est une digue ou d'autres mesures, bien sûr, c'est quelque chose qui est super compliqué parce qu'on peut s'être trompé dans les calculs. Politiquement, c'est pas forcément simple de dire aux gens, voilà, on construit des défenses, ça coûte très cher et tout, alors qu'il n'y a pas eu de catastrophe, etc., etc. Du coup, bien sûr, au niveau politique, au niveau pratique, l'adaptation réactive est plutôt plus simple à faire. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus souvent fait de manière générale, par exemple face aux inondations dans le monde. Le problème qu'il y a dans le cas du changement climatique, c'est qu'une adaptation réactive comme ça, c'est quelque chose qui est efficace lorsqu'on a un risque qui est donné, mais qui n'est pas du tout efficace lorsqu'on a un risque qui évolue au cours du temps. En fait, il faut imaginer, si vous voulez, que si jamais vous avez un risque d'inondation qui est constant au cours du temps, peut-être qu'un moment l'inondation va se produire, on construit des digues, si on est en adaptation réactive, et après c'est bon, on est protégé. Si on est dans un contexte par contre où, pour des raisons X ou Y, le risque d'inondation augmente au cours du temps, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Va y avoir une inondation. Si on est en réactif, on construit des défenses pour se protéger face à l'inondation qu'il y a eu, mais comme le risque lui-même augmente au cours du temps, la fois d'après, il peut y avoir une inondation qui est plus importante que la première. Du coup, on va se défendre face à cette inondation plus importante, mais en fait, on aura toujours un cran de retard, on aura toujours un train de retard par rapport à ce qui peut se produire. Et en fait, dans le cas du changement climatique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le changement climatique, c'est un phénomène qui est continu, qui bouge au cours du temps. Et du coup, par nature, on est obligé, dans le cas du changement climatique, de faire de l'adaptation anticipative, c'est-à-dire d'anticiper ce qu'il peut y avoir par des modèles, par différents moyens. Et c'est une des grosses difficultés des actions là-dessus. C'est-à-dire qu'on est obligé de se défendre face aux problèmes avant même qu'ils aient lieu, voire même avant même qu'ils aient lieu dans d'autres endroits similaires à là où on est. Alors maintenant, dans quel domaine est-ce qu'il faut anticiper les impacts du changement climatique ? Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de domaines où, au final, anticiper d'un an ou deux, ça peut suffire, par exemple. Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'une grande partie de la vulnérabilité qu'on a face aux impacts du changement climatique passe par des infrastructures qui ne sont pas adaptées. Les infrastructures, c'est au sens très large. Ça peut être des routes, ça peut être des bâtiments, des centrales qui produisent de l'énergie, les stations d'épuration d'eau, voilà. En tout cas, une grosse partie des impacts passe par des infrastructures qui ne sont pas adaptées au climat. Et en fait, le problème, c'est que les infrastructures, de manière générale, c'est des choses qui ont des durées de vie extrêmement longues. Ici, j'ai listé quelques durées de vie typiques de différents types d'infrastructures dans les pays développés. Vous voyez, c'est souvent de l'ordre de plusieurs décennies, voire du siècle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais on a une infrastructure, je sais pas, par exemple, une station d'épuration de l'eau qui n'est pas adaptée au nouveau climat, au final, c'est pas grave, on peut la refaire, etc. Mais c'est beaucoup plus coûteux de refaire une infrastructure que dès le début de bien la concevoir. Surtout lorsque c'est des infrastructures massives comme des ponts, des routes, etc. Et du coup, disons, un des principaux arguments pour agir le plus tôt possible face à l'adaptation, c'est ça, c'est le fait de dire que plus on agit tôt, moins on aura plus tard besoin potentiellement d'avoir à modifier les choses. La deuxième raison qui fait que c'est assez important de commencer dès maintenant à regarder ces questions d'adaptation, alors même que les impacts du changement climatique, disons, certains se font sentir a priori dès maintenant, mais la plupart vont se faire sentir quand même dans plusieurs années ou plusieurs décennies. Une deuxième grosse raison aussi, c'est que de manière assez générale, c'est pas le cas tout le temps, mais de manière assez générale, la manière la plus simple, la plus immédiate de s'adapter face à la plupart des impacts du changement climatique, c'est de consommer de l'énergie. Alors des exemples de ça, l'exemple le plus parlant, c'est la climatisation. Si jamais vous avez une multiplication des vagues de chaleur, la manière la plus simple, une manière très simple, disons, de s'adapter à ça, c'est de mettre de la climatisation partout. Et effectivement, ça résout le problème sanitaire, il n'y a pas de souci, en tout cas pour les gens qui peuvent se permettre de la climatisation. Si jamais vous êtes dans une zone dans laquelle il y a moins d'eau qui est disponible, si vous n'êtes pas trop loin de la mer, vous pouvez faire des stations de dessalement d'eau de mer, par exemple. C'est quelque chose qui, pareil, est relativement simple, c'est coûteux, mais on sait faire, etc. Si vous êtes dans des stations de moyenne montagne, dans lesquelles il y a moins d'enneigement, une réaction qui est assez courante d'ailleurs, c'est de faire de la neige artificielle, de pomper de l'eau, de faire de la neige artificielle, voire d'aller chercher de la neige plus haut dans des camions bennes, ce qui a eu lieu l'hiver dernier par exemple.
Alors je ne me rappelle plus du nom de la station qui a fait ça, mais il y avait un article dans Le Monde sur une station de moyenne montagne, comme ça, qui envoyait des camions bennes plus haut dans la montagne, chercher de la neige, hop, pour la remettre sur les pistes. Donc voilà, tout ça c'est juste des exemples, mais c'est simplement pour dire que l'énergie, c'est quelque chose qui est extrêmement utile, et qu'en fait il y a un gros risque que si jamais on n'a pas anticipé les choses, qu'il y ait une consommation massive d'énergie qui se déclenche du fait même des impacts que le climat va avoir. Et du coup ça fait une boucle de rétroaction positive qui n'est pas géniale. Donc voilà juste quelques arguments qui expliquent pourquoi est-ce que c'est important dès maintenant de s'intéresser à cette préparation face aux impacts que le changement climatique va avoir, alors qu'on a encore quelques années. Maintenant, dans tout ce qui va suivre, je vais simplement vous expliquer pourquoi est-ce qu'en même temps c'est très compliqué de faire tout ça, c'est très compliqué de commencer à se préparer à ces impacts. Alors, une des premières raisons, c'est... Bon, je peux facilement vous l'expliquer avec cette carte. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette carte. En fait, c'est une carte d'analogue climatique. Alors en fait, vous voyez, c'est une carte de l'Europe, et simplement les villes, elles sont pas placées au bon endroit. Par exemple, Dublin est en Bretagne, Vienne en Espagne, etc. En fait, sur cette carte, on a représenté les villes à l'endroit où le climat actuel est le plus proche du climat projeté, disons dans les années 2070-2100, à cause du changement climatique. D'accord ? Donc ça, je trouve que c'est une très bonne manière d'illustrer ce que ça veut dire un réchauffement de quelques degrés. Par exemple, vous voyez que Paris se retrouve ici au niveau de Séville. Le climat de Séville, c'est un climat où, par exemple, les températures moyennes l'été correspondent aux températures qu'il y avait eu pendant le mois d'août de 2003, pendant la canicule de 2003. Donc voilà, donc c'est une bonne image. Hein, et je sais pas, par exemple, le fait que Dublin se retrouve en Bretagne, bon, c'est un climat, j'imagine, très différent du climat actuel, etc. Maintenant, ce qui est important là-dedans, c'est qu'à l'heure actuelle, Paris ne se retrouve pas ici, mais Paris se retrouve au niveau de Paris, quoi. Et qu'en fait, un des problèmes avec le changement climatique, c'est que si on veut s'adapter à un nouveau climat, le but, c'est pas de s'adapter au climat qui est à l'heure actuelle à Séville, mais c'est de s'adapter à un climat qui aujourd'hui est celui de Paris et qui demain sera celui de Séville. C'est-à-dire que lorsqu'on doit construire aujourd'hui un bâtiment, et si jamais on veut que le bâtiment soit adapté aux fortes températures, mais il faut que le bâtiment corresponde à la fois au climat qui est aujourd'hui à Paris et à celui qui est à Séville. Mais en plus, entre aujourd'hui et la fin du siècle, disons que le climat qu'il va y avoir à Paris, c'est comme si Paris allait traverser toute la zone. C'est-à-dire qu'il faut en plus que les bâtiments soient adaptés à l'ensemble des climats intermédiaires qu'il va y avoir. Et du coup, ça pose des problèmes en termes d'ingénierie et de conception qui sont extrêmement compliqués, quoi. Le deuxième problème qui se pose, c'est que, donc ça c'est une carte d'analogue climatique, je vous ai dit, donc là c'est pour disons, un scénario d'émission, et pour les projections climatiques qui viennent d'un modèle donné. Maintenant, si on fait la même carte, mais avec les projections qui viennent d'un autre modèle climatique, donc là en l'occurrence le modèle de Météo France, alors que suite avant c'était le modèle du Hadley Center, le modèle anglais, vous voyez que la carte est assez différente. Cette fois-ci, Paris se retrouve au niveau de Bordeaux. Et le climat de Bordeaux et le climat de Séville, c'est quelque chose qui est assez différent. Alors que ça, c'est exactement en supposant les mêmes émissions de gaz à effet de serre, les mêmes scénarios d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et en fait, pourquoi est-ce que ça donne des cartes si différentes? C'est tout simplement parce qu'il y a énormément de recherches sur la connaissance du climat, mais pour autant, il y a toujours énormément d'incertitudes qui restent là-dessus. Et en fait, cette incertitude-là, forcément, à un moment, elle va décroître, mais disons qu'à court terme, on comprend de mieux en mieux tout un tas d'effets liés au climat, mais il reste une incertitude fondamentale qu'on a beaucoup de mal à faire décroître. Par exemple, je ne sais pas si vous prenez la fourchette l'intervalle de température pour l'augmentation moyenne du globe en 2100, dans le premier rapport du GIEC, qui était il y a 25 ans, même il y a 30 ans, pardon, et le dernier rapport du GIEC, d'accord, alors qu'entre les deux, il y a eu 30 ans de recherche, l'intervalle de température, l'intervalle de confiance sur la température moyenne du globe, c'est à peu près la même. Parce qu'il y a eu énormément de recherches, on connaît beaucoup de choses, etc., mais en connaissant beaucoup de choses, on comprend aussi de plus en plus de rétroaction, et du coup, l'incertitude globale reste très présente. Et donc, un des gros problèmes là-dedans, c'est que je suis complètement incapable de vous dire si le modèle de Météo France est plus sérieux que le modèle anglais. A priori, les deux sont aussi valides. Et du coup, un des gros enjeux lorsqu'on doit faire de l'adaptation au changement climatique, c'est que d'une part, il faut s'adapter à un climat qui va être en constante évolution, mais en plus, il faut s'adapter, il faut réussir à prendre des décisions dans un contexte d'incertitude dans lequel on ne sait pas exactement quel va être le climat futur. Donc, il y a plusieurs trajectoires possibles. Bon, autre exemple, parce que là je vous ai montré deux modèles climatiques. Là c'est une carte des projections d'évolution des précipitations en Europe, pareil à la fin du siècle. Cette fois-ci, vous voyez pour tous les modèles climatiques.
Donc ça fait beaucoup de simulations. Et ça, encore, c'est pour un scénario d'émissions de gaz à effet de serre. Si on prend tous les scénarios d'émissions, bah là on arrive à beaucoup plus de choses. Et encore, là, il n'y a qu'une partie des scénarios. Donc ça pour dire qu'une des grosses difficultés lorsqu'on veut s'adapter, lorsqu'on veut essayer d'anticiper les impacts du changement climatique de manière opérationnelle, bah c'est que par nature, on est obligé de faire des choses malgré l'incertitude. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible du tout, hein. Il y a plein de manières de faire, il y a plein de choses qui sont développées pour réussir à prendre des décisions malgré l'incertitude, tout ce qui est par exemple la mise en place de stratégies robustes, des choses comme ça. Donc si vous voulez, je peux vous en parler après, mais disons que c'est juste une difficulté assez spécifique qui se pose. Enfin, bon, troisième difficulté là-dessus, bon, il y en a d'autres aussi, mais disons troisième difficulté assez emblématique, c'est le fait que lorsqu'on veut s'adapter au changement climatique, une des grandes questions qui se pose, c'est est-ce qu'on essaye de maintenir à tout prix l'existant ou est-ce qu'on essaye de bifurquer et de partir vers quelque chose de complètement différent? Alors, bon, je vais revenir à ce qui est marqué sur le transparent après, mais disons que, si vous voulez, l'exemple caricatural de ça, c'est la station de ski de moyenne montagne, dans laquelle il y a de moins en moins de neige. Est-ce que ce qu'il faut faire, c'est essayer de maintenir autant que possible l'activité de tourisme hivernal dans cette station, par du ski, ou est-ce que dès le début il faut dire bah non, on sait que c'est condamné à terme, du coup on va essayer de partir vers complètement autre chose, par exemple vers du VTT l'été, ou je sais pas. Et en fait c'est une question qui est extrêmement difficile à résoudre, parce que bien sûr comme ça de l'extérieur ça paraît beaucoup plus logique de dire bah non, on sait que c'est condamné, on va faire quelque chose d'autre. En même temps faire ça c'est un gros pari, parce qu'on peut essayer de développer quelque chose d'autre puis en fait se tromper aussi. Politiquement en plus c'est extrêmement difficile à prendre comme décision, etc., etc. Et en fait cette question-là se pose dans énormément de cas vis-à-vis des impacts du changement climatique. Un autre exemple aussi là-dessus assez emblématique, c'est tout ce qui est la viticulture. Si vous prenez la région de Bordeaux, par exemple, il y a beaucoup la région de Bordeaux investit beaucoup dans la recherche sur l'adaptation de la vigne. Et vraiment une des questions qui se posent, c'est bon, bah, est-ce qu'on essaye de trouver des solutions, de faire des choses pour essayer de maintenir la vigne et l'activité viticole telle qu'elle est, ou est-ce que bah, on se dit que non, c'est condamné, donc que déjà on va essayer de changer, on se dit qu'on va faire un vin qui aura un goût très différent, ou est-ce que non, la meilleure manière de faire, c'est d'investir dans des vignes plus au nord? Voilà, c'est vraiment une question assez fondamentale qui se pose et qui est extrêmement compliquée à faire. Dernier exemple là-dessus, c'est avec la montée du niveau de la mer, par exemple. Avec la montée du niveau de la mer, le choix, disons, un peu caricatural qui se pose, c'est de défendre l'existant ou bien d'abandonner une partie des côtes. Défendre l'ensemble des côtes face à la montée du niveau de la mer, avec des digues, bon, c'est quelque chose qui est extrêmement coûteux, qui a des gros impacts indirects en termes de paysage, j'imagine aussi en termes d'écosystèmes locaux. En même temps, choisir des communes qu'on va abandonner, c'est pas simple. Et du coup, le débat politique là-dessus, sur les communes qu'on va abandonner, celles qu'on va défendre, bah, va être assez compliqué, quoi. Voilà, donc voilà un peu les points que je voulais vous dire là-dessus en 20 minutes. Et du coup, conclusion un peu là-dessus, hein, c'est le fait que toutes ces questions d'adaptation face au changement climatique passent vraiment par une anticipation des problèmes qu'il va y avoir. Alors, et qu'en fait, une des difficultés là-dedans, c'est que c'est très difficile de s'inspirer de ce qui peut être fait autour. Parce que disons que le changement climatique augmente un peu partout, alors pas à la même vitesse, pas de la même manière, etc. Mais en tout cas, disons qu'il augmente partout. Et ces questions d'adaptation au changement climatique, c'est vraiment une question dans laquelle il est très dur d'attendre qu'ailleurs on soit adapté pour savoir quelles sont les bonnes recettes et le faire. C'est-à-dire que ça passe beaucoup par l'anticipation. Et bon, ce qui est plutôt bien pour nous dans la communauté académique, ça passe donc par beaucoup de recherches et beaucoup de questions intéressantes. Le deuxième point, c'est que ces questions d'adaptation nécessitent vraiment un certain nombre de moyens et surtout un savoir-faire, des techniques très spécifiques, notamment toutes ces techniques de prise de décision par rapport à l'incertitude, et qui du coup vont nécessiter des choses, en tout cas ça va nécessiter, disons, des moyens et des personnes, quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire là-dessus assez rapidement. Voilà. On va passer à la discussion, merci beaucoup. Vous avez parlé de modélisation, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez? Alors, je ne sais pas si les étudiants qui sont ici sont au fait de la modélisation, mais comment vous l'envisagez, comment vous l'utilisez? Vous pouvez en dire un mot peut-être? Alors, ça, bon, parce que là, je vous ai fait une présentation assez générale, hein, j'ai parlé en généralité, mais
Alors si je prends l'exemple des canicules, donc ce sur quoi moi j'ai plus particulièrement travaillé, les travaux qu'on fait à l'heure actuelle pour essayer de voir comment s'adapter aux canicules, c'est des travaux dans lesquels on essaye de comprendre comment les températures en ville, comment les températures à Paris par exemple, vont évoluer sous différents scénarios de changement climatique. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas très simple parce que vous savez peut-être que les températures en ville sont très fortement affectées par un microclimat qu'on a fait l'effet des hauts de chaleur urbains. Du coup, donc, il y a tout un tas de questions de modélisation pour essayer déjà de comprendre comment cet effet est impacté par le changement climatique et comment cet effet est impacté par juste l'évolution de la ville qui se produit en parallèle et auquel on peut s'attendre d'aujourd'hui à 2050 ou 2100. Et après, les travaux qu'on fait pour essayer de regarder comment s'adapter, c'est des travaux dans lesquels on regarde différentes solutions auxquelles on peut penser et on essaye de regarder quelle est leur efficacité. Donc par exemple, il y a 3 projets qu'on avait fait avec Météo France dans lesquels on regardait quel était le rafraîchissement associé à la mise en place de parcs dans la ville. Lorsqu'on quantifie le rafraîchissement associé à l'évapotranspiration, au final, il n'est pas si important que ça, quoi. C'est-à-dire que on avait fait une étude, alors c'est une étude avec des modèles, donc il y a toujours des hypothèses, etc. Donc il y a peut-être des biais il y a forcément des biais qui viennent de là, mais j'ai fait une étude dans laquelle je m'étais amusé à supposer qu'on dynamitait un bâtiment sur 10 à Paris pour mettre un parc avec des arbres, et à regarder quel était le rafraîchissement. Et on avait un rafraîchissement qui effectivement était là, mais c'était peut-être 1 degré. Du coup, c'était pas du tout suffisant pour contrecarrer une canicule. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on testait dans l'étude, c'est de regarder si, en mettant plein d'arbres comme ça, on pouvait empêcher le fait que les gens utilisent de la climatisation. Puis la réponse, c'était clairement non, quoi. Par contre, ça permet de diminuer l'utilisation de la climatisation parce que ça rafraîchit l'air, donc il y a besoin de moins en prendre, de moins en faire, ou lorsqu'on fait de la climatisation, il y a moins d'échanges thermiques, donc c'est moins coûteux, etc. Donc il y a des côtés comme ça. Une des grosses inconnues, alors bon là c'est plus mon ressenti à moi par rapport aux travaux que j'ai pu lire et tout ça, mais une des grosses inconnues c'est tout ce qui est les questions de comportement des gens. Par exemple dans cette étude toujours sur la climatisation, un des gros résultats c'était que ce qui joue le plus dans la consommation totale de climatisation dans la ville, dans les scénarios qu'on avait testés, c'était pas le fait de savoir si on mettait des arbres ou pas, c'était pas le fait de savoir si on mettait des toitures réfléchissantes partout ou pas, c'était pas le fait de savoir si on isolait les murs ou pas, c'était juste le fait de savoir quelle température les gens choisissaient pour l'intérieur de chez eux, quelle était la température de consigne pour la climatisation. Et suivant l'hypothèse qu'on mettait là-dessus, ça changeait du tout au tout la consommation d'énergie beaucoup plus que des politiques extrêmement coûteuses d'infrastructures qu'on pouvait mettre. Et voilà, c'était un peu la conclusion, mais après, quoi dire à partir de là, on ne savait pas trop. Est-ce que c'était réaliste ou pas de supposer que les gens allaient changer de comportement? Voilà. Mais au final, ça c'est quand même cette question des comportements, on la retrouve là dans les questions d'adaptation. C'est une question qui est très très générale au niveau climatique. On la retrouve énormément aussi dans les questions d'émissions de gaz à effet de serre. Ou si vous avez tout le monde qui se met à 4 en voiture au lieu d'être à 1,2 en moyenne, forcément on divise par 3 les émissions associées aux véhicules en voiture. Ce qui est beaucoup plus efficace que d'améliorer les rendements de tous les moteurs, par exemple. Mais simplement, est-ce que c'est possible ou pas, on ne sait pas. Donc cette question des comportements joue énormément, quoi. À vous la parole. Oui, alors, peut-être une interrogation à partir justement de la formulation de par rapport à ça, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a des moyens d'agir malgré l'incertitude, en fait, c'est exactement ça. Donc, en gros, juste pour résumer rapidement, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dessus, en analyse de politique publique, ou en sciences politiques, ou en sciences de gestion, sur comment on fait pour prendre des décisions malgré l'incertitude. Donc, c'est des choses qui sont beaucoup faites, et qui sont faites depuis longtemps, et qui ressortent énormément avec le changement climatique. Et qui, du coup, maintenant, commencent à être vraiment des contraintes, par exemple, qui viennent du ministère de l'Environnement français sur comment doivent être faits les plans d'adaptation. Et en fait, les principes qui ont été mis en évidence sur comment on peut faire par rapport à quand il y a d'incertitudes comme ça, il y en a un certain nombre. Et effectivement, c'est vraiment ce que vous disiez. Donc le premier principe, c'est d'avoir le plus possible, lorsqu'on a le choix, des solutions réversibles et flexibles. Donc c'est-à-dire des solutions, si jamais on doit mettre en place quelque chose où on puisse revenir en arrière si on veut. Donc exemple de ça, c'est vous avez une zone inondable et on sait que le risque d'inondation va varier. Pour se défendre face à ça, on a le choix entre construire une digue, et une fois qu'on l'a construite, elle est faite, ou alors interdire la construction dans la zone à risque.
Et en fait, les deux marchent, enfin les deux ont des coûts différents, des enjeux différents, etc. Mais ce qui est, par rapport à la question là, ce qui est fondamental, c'est qu'une fois qu'on a construit une digue, elle est construite. Si on l'a faite trop basse, peut-être qu'après on peut la surélever, mais c'est cher. Si on l'a faite trop haute, juste ça a coûté extrêmement cher. Et du coup, c'est pas forcément simple à faire passer. A l'inverse, lorsqu'on a interdit la construction d'une zone, si jamais on s'aperçoit plus tard qu'on a été trop précautionneux et que c'était pas la peine, juste on rouvre à la construction, puis les gens peuvent revenir. Il y a eu sûrement des coûts entre les deux parce qu'on n'a pas pu construire, mais qui sont beaucoup moins élevés que si jamais on a construit des infrastructures pour rien, par exemple. Et donc, la grande idée en adaptation, c'est toujours, lorsqu'on a des solutions, de regarder est-ce que c'est des solutions qui engagent pour l'avenir ou pas? Est-ce que c'est des solutions sur lesquelles on peut revenir ou pas? Et en fait, ce qui se passe souvent en pratique, c'est que lorsqu'on veut faire de l'adaptation, on a le choix entre un grand panel de solutions et on fait des analyses autant qu'on peut, coût-bénéfice. Simplement, c'est important de faire rentrer dans les coûts ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire quel est le coût de revenir en arrière si on s'est trompé. Donc ça, c'est une des choses à faire, par exemple. Oui, je me posais la question par rapport à ces solutions réversibles. Dans vos premières diapositives, vous parliez quand même de la durée de vie des principales infrastructures urbaines. Donc là, voilà, quand on fait un choix, dans quelle mesure est-ce qu'il peut être réversible ouais. Voilà. Alors, un exemple de ça, c'est ce qu'ils ont fait à Londres pour la barrière sur la Tamise. Donc, en fait, la barrière sur la Tamise, il faut imaginer, donc Londres, c'est une ville qui est assez proche de l'embouchure de la Tamise. Et du coup, lorsqu'il y a des grandes marées, ça fait monter le niveau de la Tamise et ça peut inonder la ville, quoi. Et du coup, donc, la barrière sur la Tamise, c'est une sorte d'énorme infrastructure qui traverse la Tamise. La Tamise, c'est super large vu que c'est près de l'embouchure. Et de l'extérieur, si vous voulez, il faut imaginer comme des espèces de pylônes qui sortent de l'eau en intervalles réguliers et qui traversent. Et en fait, sous l'eau, il y a une sorte comme des grosses plaques de métal un peu recourbées. Et puis, si jamais le niveau de la Tamise monte parce qu'il y a une grande marée, hop, on relève les plaques de métal. Du coup, ça fait comme un barrage, quoi. Du coup, par conséquent, l'eau de la mer peut plus revenir. Alors, il y a l'eau qui arrive de la Tamise qui s'accumule de l'autre côté quand même, donc on ne peut pas les laisser monter trop longtemps, mais on attend que la marée baisse, on rebaisse la barrière et hop, l'eau s'écoule. Problème, avec la montée du niveau de la mer, comment est-ce qu'on fait pour cette barrière sur la Tamise? Et là, les Anglais ont fait, alors c'était un travail qui avait été fait avec le Tyndall Center, je ne me trompe pas, donc le gros centre de recherche sur le changement climatique anglais, et notamment avec l'université de Newcastle qui a tout un département sur les questions d'ingénierie face au changement climatique. En fait, ils se sont dit, voilà, on ne sait pas quelle va être la montée du niveau de la mer future, on ne sait pas en plus quelle va être la durée de vie de la barrière sur la Tamise, donc voilà, on ne sait pas à quelle vitesse la mer va monter, on ne sait pas non plus jusqu'à où elle va monter. Donc, ils ont regardé plusieurs solutions. Une des solutions, c'était on refait une nouvelle barrière. Une autre solution, c'est on surélève la barrière existante. Mais disons que pour des questions d'ingénierie, ça marche que jusqu'à une certaine hauteur. Après, ça marche plus ou c'est plus rentable, etc. D'autres questions, c'est simplement on change la façon de procéder avec la barrière sur la Tamise. Alors, je ne connais pas les détails, mais j'imagine que c'est suivant on essaie de le faire plus souvent ou de baisser la barrière un petit peu avant par rapport à l'eau qui s'est accumulée, etc. Enfin, voilà, ils avaient fait toute une liste comme ça. Et après, le choix qu'ils ont fait, donc ils avaient comme chiffré les coûts, bien sûr, à chaque fois. Le choix qu'ils ont fait, c'est un choix de dire, voilà, si l'eau de la mer monte de 10 cm, on fait telle solution, telle solution, telle solution. Ensuite, si ça monte de plus d'1 mètre, on ne va pas rester dans telle solution, parce qu'on sait que sinon, ça mène à une impasse, mais on va passer à telle autre solution qui, elle, marche pour une montée de niveau de la mer qui est supérieure. Si la mer continue de monter, là, on passe à une troisième solution. Et donc, si vous voulez, ils ont fait une analyse comme ça, en regardant où étaient les impasses, et c'est ça qui a été mis en place en pratique, quoi. Le but de l'exercice, c'était de regarder, parce que le truc le plus simple, c'est juste de dire, dès que la mer monte, on refait une nouvelle barrière sur la Tamise, puis là, effectivement, on est bon tout le temps, mais c'est cher, c'est extrêmement cher, quoi. Là, le but, c'était de voir qu'est-ce qu'on peut faire qui évite d'avoir à chaque fois, je sais pas, tous les 10 ans, reconstruire une nouvelle barrière, quoi. Parce que c'est sûr qu'avec des moyens illimités, au final, le changement climatique, en tout cas, ces impacts-là sont pas un problème. Si on a des moyens limités, juste on fait partout ce qu'il faut, on amène l'eau là où il faut, on fait. Mais dans un monde avec des moyens limités, là, il faut être plus astucieux, quoi.